bonsoir à tous. Merci beaucoup de cet accueil. Donc, ma présentation va être tout à fait en lien avec ce que vous venez d'entendre dans la continuité de ce que François vient de présenter. Je vais vous raconter ce qu'est Eurobac et parler d'innovation en antibiorésistance. Donc François vient vraiment de l'exposer très clairement. Aujourd'hui, il y a une innovation, malgré le besoin médical très bien expliqué déjà et identifié depuis bien longtemps, le développement des résistances, et aussi en santé animale. Il y a trop peu d'efforts et d'investissements dans l'innovation aujourd'hui au niveau de l'industrie, parce que aujourd'hui, on vend les produits volume fois prix. Et que quand le volume est très bas et que le prix est très bas, ça fait un chiffre d'affaires très bas. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces nouveaux modèles et ces nouvelles incitations pool qui sont en discussion aujourd'hui pour essayer de stimuler l'industrie. Alors j'ai pris cette petite image. Donc moi je suis une dirigeante de biotech et on voit bien, vous voyez ici les niveaux de financement qui ont été nécessaires pour développer des nouveaux antibiotiques par des biotech, beaucoup aux États-Unis. Là vous avez un schéma qui représente les besoins de financement et financement nécessaires au développement d'antibiotiques dans plusieurs sociétés de biotech américaines, cotées au Nasdaq, au marché américain. Et sur la droite, vous voyez leur valorisation boursière. Donc là, c'est extrêmement clair. Quand on parle de business model cassé, ça illustre parfaitement les choses. Alors ceux qui ne valent rien, c'est qu'elles ont déposé le bilan. Et donc ça, ce sont des données extrêmement récentes qu'on vous présente ici. Donc bien qu'il y ait des incitations en cours de discussion, il n'y a qu'un seul pays qui a mis en place une incitation, c'est l'Angleterre aujourd'hui. Les États-Unis sont en cours de réflexion, mais ils n'ont toujours pas validé une nouvelle modèle d'incitation pool. On n'est pas dans une situation très saine pour encourager l'investissement dans l'industrie à ce stade. Mais néanmoins, l'innovation sera nécessaire. Je crois que, comme on l'a très bien entendu tout au début, il va falloir vraiment restreindre l'usage antibiotique, bien l'appliquer, que ce soit chez l'homme ou aussi l'animal, comme on l'a vu. Mais il va falloir apporter des nouvelles solutions, et ces nouvelles solutions touchent à différents domaines, la prévention, le diagnostic et la thérapie. François l'a pointé, quand on regarde, donc vu que c'est un petit peu la dèche au niveau de l'innovation, il y a beaucoup d'initiatives d'analyse de ce qui existe aujourd'hui, et l'OMS a développé depuis de nombreuses années maintenant, je crois que ça fait 4 ans, font eux-mêmes une review de tous les développements sur la planète qui existent en études cliniques, en études précliniques. Et ils ont référencé, je vais vous présenter ces analyses, il y a eu un update qui a été publié ce printemps, et là c'est intéressant effectivement de pointer, c'est très cohérent avec la problématique de business model, mais c'est pour ça que c'est beaucoup les PME qui font des développements. C'est des PME qui bien souvent exploitent des idées académiques et qui osent avancer sur des développements. 74% du pipeline clinique est développé par des petites sociétés et 83% du pipeline préclinique, c'est-à-dire avant d'aller chez l'homme, est développé par des petites sociétés. Donc ça, c'est une diapo aussi de l'OMS qui explique, si on doit développer des antibiotiques, idéalement, des nouveaux antibiotiques, qu'est-ce qu'il faut essayer de respecter comme critères ? On doit cibler les pathogènes prioritaires qui ont été présentés précédemment. Il faut essayer de, évidemment, développer des produits qui vont lutter contre les résistances en développement, adresser le besoin médical. Surtout, c'est vrai qu'il y a un souhait qui est très fort et qui est très impactant pour l'industrie au niveau du développement de produits, c'est qu'il faut que ce soit accessible à tous les pays. On a beaucoup parlé de l'Afrique, de l'Inde, de la Chine. C'est des pays qui peuvent difficilement dépenser beaucoup d'argent pour leur traitement. Et donc, il faut que quand on est des développeurs de produits, on ait ce qui s'appelle des coûts de fabrication, des cost of goods qui soient vraiment très compétitifs. Et ça amène une contrainte très forte pour aussi les développeurs de nouveaux produits. Et puis l'objectif, c'est d'essayer de diminuer cet effet de développement de résistance pour préserver l'efficacité de l'arsenal antibiotique. Alors quel est le portefeuille innovant avec un peu plus de détails ? Moi je vais parler que de thérapie. François a plus parlé de diagnostic là sur la fin. On a parlé d'un antibiotique qui a été récemment commercialisé. Donc voilà, qu'est-ce qui est derrière cet antibiotique développé par Entasis ? Alors on a aujourd'hui 76 produits qui sont référencés en développement clinique par l'OMS. Alors ça contient la tuberculose. Toutes les analyses de portefeuille n'intègrent pas la tuberculose dans l'antibiorésistance. Donc là, ça contient bien les agents de lutte contre la tuberculose.
Et en fait, il faut vous dire que sur cet axe thérapeutique, dans l'univers de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies, c'est un volume très faible. Quand on regarde le nombre de produits en oncologie, je n'ai pas le chiffre avec moi, mais c'est très très faible. Quand on démarre un projet de recherche, on a une chance sur 100 d'arriver à la fin de la route. Et même quand on démarre une phase 3, très tard en développement clinique, on a encore une chance sur 2 de ne pas aller au marché. Donc vous voyez, avec 76 produits de la phase 1 à la phase 3, c'est vraiment peu par rapport aux besoins médicaux. Alors, on a bien désormais on compte bien pas que les antibiotiques qu'on appelle des approches directes, mais on compte toutes les approches, je vais vous en parler juste après, qui tournent autour de la lutte contre l'antibiorésistance. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du développement non-traditional, pour ne pas parler que des antibiotiques. Et on voit les différents nombres de produits par phase 1, phase 2, phase 3, et on se rend compte qu'il y en a très peu. Et la conclusion de l'OMS, c'est que l'analyse montre qu'il y a très peu d'antibiotiques cliniquement différenciés, c'est-à-dire susceptibles d'attaquer les résistances en phase avancée de développement clinique. Donc on voit bien vraiment que ce trou d'investissement depuis 20 ans de l'industrie pharmaceutique, du monde de l'investissement, ce désintérêt se retrouve aujourd'hui dans les trous qui existent sur le portefeuille de développement et qui ne correspondent pas forcément à des produits qui réussiront à rentrer sur le marché pour des raisons de toxicité, pour des raisons diverses et variées. Alors en développement préclinique, là par contre, c'est vrai qu'il y a encore un peu d'effort. Ça reste un chiffre très très bas par rapport à beaucoup d'autres axes thérapeutiques, 292 produits référencés. Mais il y a quand même des choses qui se font, beaucoup en Europe et aux États-Unis en termes de recherche, évidemment. Mais c'est plutôt dynamique, innovant et surtout assez ouvert en termes d'approche. Alors on voit bien qu'on intègre là, enfin l'OMS ne faisait pas ça au début, mais c'est vrai qu'on les a encouragés à le faire. On intègre bien les vaccins parce que c'est tout à fait dans l'approche de lutte contre la résistance, de faire de la prévention, d'éviter qu'on ait à utiliser des antibiotiques. On a des approches de développement de petites molécules, donc des antibiotiques plus classiques, et puis après des approches peptidiques et non traditionnelles. Donc non traditionnelles, on va voir ce que ça veut dire. Ça peut être des approches de type phage, des nouvelles formes de médicaments pour lutter contre la résistance. Là, c'est un exemple. Donc, François a mentionné cette initiative américaine remarquable qui s'appelle Carbix, qui a été créée en 2015 et qui a été une initiative face à l'observation qu'il manquait d'argent pour innover. Et donc, il y a eu 500 millions qui ont été levés sur Carbix pour aider les sociétés, plutôt petites mais pas que, à passer du préclinique à la phase 2. C'était vraiment pour essayer d'amener des produits vers le clinique. Et ils ont aidé énormément d'entreprises, je pense que 80-90 dossiers. Et ça illustre aujourd'hui, ça c'est une diapo que j'ai récupérée au mois de mai, je pense, donc c'est très frais. Ça illustre les projets qu'ils soutiennent aujourd'hui, donc qui sont des projets soit déjà en phase 1, soit juste avant la phase 1. Avec donc des approches, vous voyez un petit peu pour les plus scientifiques dans la salle, un petit peu de mécanismes d'action qui sont exprimés dans ce portefeuille, d'essayer de soutenir des actions directes antibiotiques et des approches non traditionnelles, où vous retrouvez des approches de phage, des approches de biosynthèse peptidique. Alors des approches extrêmement originales, c'est une méthodologie qui n'existe pas du tout d'antivirulence, qui sont complexes à développer, et une approche aussi immuno. Et on voit bien que l'avenir de l'infection, ça va vraiment ne pas s'adresser que à la bactérie et à l'antibiotique au niveau du traitement. Donc tout ça, c'est des nouvelles classes, des nouveaux mécanismes d'action, et c'était intéressant de montrer ce portefeuille pour donner un petit peu de positif malgré tout après les conférences précédentes sur il y a des choses qui se passent en R&D. Maintenant, il va encore falloir les aider financièrement parce que le trou d'intérêt d'investissement est toujours réel. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est un travail qu'on a mené dans l'association BIM qu'a mentionné François, qui représente toutes les biotech européennes de l'antibiorésistance, en développement thérapeutique essentiellement, pour montrer qu'effectivement, il ne faut pas penser que antibiotiques. Il faut penser prévention, il faut penser vaccin et d'autres approches. Donc historiquement, et on l'a très très bien vu au début, depuis la découverte de la pénicilline, on a développé des produits qui tuent les agents pathogènes.
Mais les agents pathogènes ont besoin de moins de temps pour évoluer que nous-mêmes on a besoin pour développer un nouveau médicament, à peu près 15 à 20 ans. Et donc pour faire face à ce problème, il faut qu'on élargisse un maximum l'éventail des options de lutte et essayer des approches alternatives. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Donc ça c'est un petit schéma, et je m'excuse auprès du professeur si c'est très simpliste, mais ça permet d'expliquer. Et là je pense qu'en ayant tous traversé la crise Covid, c'est des messages que vous comprenez bien mieux qu'il y a 4-5 ans. Donc on est sur une courbe qu'on a dessinée qui part de avant l'infection, pendant l'infection et après l'infection. L'infection, elle est tout en haut sur ce schéma. Et c'était intéressant de se projeter sur comment on peut agir chez les patients pour lutter contre le développement des infections bactériennes et le développement de la résistance. Donc, une des premières approches, c'est vraiment éviter que l'infection ne se développe. Et là, on est vraiment sur des approches d'évitement, de prévention, comme le vaccin peut l'être, mais il y a d'autres stratégies aujourd'hui en justement diagnostiquant correctement des patients à risque de développer des infections pour essayer de prévenir cette infection. Ensuite, François l'a bien rappelé, et on sait que Biomérieux est extrêmement actif sur ce sujet, il faut qu'on renforce absolument les méthodologies de diagnostic, notamment rapides et précis, pour mieux éclairer la prescription, éviter l'usage d'antibiotiques à spectre trop large qui vont développer des résistances et essayer de mieux cibler le traitement par rapport à l'infection diagnostiquée. Bien entendu, on va toujours vouloir valoriser le traitement au moment du pic de l'infection, comment mieux traiter. Et c'est la pierre angulaire du soin infectieux. Mais il y a quand même d'autres mécanismes qui pourraient être stimulés au-delà de seulement le ciblage direct d'un agent pathogène. Et ensuite, il y a toute une approche qui est totalement inexistante aujourd'hui dans l'approche médicale, qui est vraiment d'éviter les dommages et les disséminations. On le sait, on l'a d'ailleurs très bien entendu dans le premier topo, c'est beaucoup le microbiome intestinal qui est le cœur de la sélection de bactéries résistantes et de sa dissémination. Si on arrivait à minimiser cet impact, ce serait possiblement un atout positif pour éviter les conséquences et les récurrences. Et puis bien sûr, dans une perspective plus long terme, de maintien de l'efficacité d'un nouvel antibiotique. Imaginons qu'on ait une nouvelle classe d'antibiotiques. Si on le déploie en minimisant son développement de résistance, on a espoir qu'il sera efficace pour l'humanité plus longtemps. Et puis, voilà, donc ça c'est la partie propagation. Donc c'est un petit schéma qui essaye d'expliquer que l'avenir de l'infectiologie, ce n'est pas que le développement de juste des nouveaux antibiotiques, mais tout un panel qu'il va falloir qu'on essaye de mettre en œuvre, plus riche que ce qui existe aujourd'hui, pour efficacement essayer d'une part d'utiliser le moins d'antibiotiques possible, et puis minimiser l'impact de cet usage pour l'avenir de la résistance. Alors, qu'est-ce qu'Aurobac Therapeutics ? Aurobac Therapeutics, c'est une entreprise qui vient tout juste d'être créée, et donc, dont j'ai pris la direction il y a quelques semaines, et qui est une initiative tout à fait très intéressante et ambitieuse de 3 entreprises. Boehringer Ingelheim, que vous connaissez sans doute, 18e groupe mondial pharmaceutique basé en Allemagne et dont le siège social est ici à Lyon, le siège social français, pardon, est ici à Lyon. Evotec, une société de sciences de la vie qui développe des nouveaux médicaments en partenariat avec beaucoup d'autres sociétés et qui a un axe infectieux très fort. Ils ont racheté il y a quelques années le savoir-faire et les projets de Sanofi qui avait Sanofi Toulouse qui avait un certain nombre de projets antibiotiques, et Biomérieux, évidemment, acteur majeur du diagnostic in vitro. Et ils se sont associés dans une joint venture pour contribuer avec l'ensemble de leurs expertises afin de développer de façon très active des approches thérapeutiques dans la suite de ce que je viens de présenter, avec une ouverture d'esprit sur les modalités, prévention, traitement, conséquences, et bien entendu aussi une association avec des approches diagnostiques pour mieux cibler les patients et essayer de répondre précisément aux besoins des patients sur base d'un diagnostic précis. Donc les diagnostics, les objectifs majeurs de cette structure, c'est de développer des approches thérapeutiques innovantes, de rétablir aussi, il y a tout un axe d'immunité qui est clé dans la gestion de l'infection. Et donc, il y a des approches qu'on souhaite développer autour du rétablissement de la fonction immunitaire,
de mettre en place des stratégies de criblage, d'utiliser des approches digitales aussi. Dans l'innovation, c'est aujourd'hui de plus en plus développé. Et de contribuer à tous ces efforts absolument nécessaires de démonstration de valeur clinique et médico-économique de solutions nouvelles, parce que vous l'avez compris, on est face à un problème majeur de santé publique chez l'homme, chez l'animal, mais en plus auquel s'ajoute cette problématique économique qui empêche aujourd'hui l'investissement privé d'être réinjecté. Donc c'est en contribuant à cet exercice qu'on espère pouvoir restaurer le business model des antibiotiques et des approches de lutte contre l'antibiorésistance. Voilà, donc peut-être une dernière slide de conclusion autour de la résilience, essayer de trouver un système de santé plus résilient avec toutes ces approches que vous avez entendues, bien entendu sécuriser l'environnement hospitalier, un arsenal thérapeutique revigoré, un management global du patient adapté et espérons pour renforcer aussi le marché de ce domaine vers plus de dynamisme et attirer à plus long terme, réattirer les grands groupes pharmaceutiques dans ce domaine qui correspond à l'évidence à un besoin médical dans les prochaines années. Merci beaucoup.